Los Angeles, Californie, 22 août 2019, une chaude après-midi d'été, 57 ans après la mort de Marilyn Monroe, l'une des plus grandes stars de cinéma de tous les temps. Le soleil brille impitoyablement sur la ville des anges, créant des ombres dansantes dans les rues de Beverly Hills. Dans une villa luxueuse perchée dans les collines de Hollywood, une famille hollywoodienne vit dans le confort et le prestige typiques de l'élite de Los Angeles. La maison, un chef-d'œuvre d'architecture moderne, est équipée de piscines, de jardins paysagers, de terrasses qui donnent sur la ville scintillante en bas. La villa appartient à David et Catherine Sinclair. David Sinclair, âgé de 54 ans, est un producteur de cinéma de renom, responsable de plusieurs des plus grands films de la dernière décennie. Catherine Sinclair, âgée de 48 ans, est une ancienne actrice qui avait joué dans plusieurs films d'importance dans les années 1990, avant d'abandonner sa carrière pour élever sa famille et soutenir la carrière de son mari. Ils ont 2 enfants ensemble. Le premier, Michael, âgé de 15 ans, est un adolescent ordinaire qui rêve de devenir réalisateur comme son père. Le second, Isabella, âgée de seulement 7 ans, est une enfant charmante avec des cheveux blonds ondulés et des yeux bleus innocents. Isabella a toujours été une enfant remarquable par sa beauté naturelle et son charme, mais jusque-là, il n'y avait rien de particulièrement extraordinaire en elle. Elle était une enfant heureuse, bien aimée, en bonne santé, qui fréquentait une école privée prestigieuse de Los Angeles et qui avait tous les avantages que la richesse et la position pouvaient offrir. Ses parents avaient tendance à la surprotéger, conscients que dans une ville comme Los Angeles, la beauté d'une enfant pouvait attirer une attention indésirable. Ils avaient donc établi des règles strictes concernant les photographies, interdisant aux paparazzi et aux médias d'avoir accès à leur fille. Ce jour du 22 août 2019, Catherine prépare le dîner dans la cuisine luxueuse de la villa. C'est un mercredi, une journée ordinaire. Michael est à l'école. David est au bureau, travaillant sur les détails d'une production cinématographique majeure. Isabella a passé l'après-midi à jouer au bord de la piscine avec sa gouvernante. Vers 4 heures de l'après-midi, Isabella rentre de la piscine, mouillée et excitée, après une journée de jeu. Catherine la sèche et l'habille avec des vêtements secs. Puis Isabella demande du jus d'orange et un biscuit, comme elle le demande presque chaque jour. Catherine lui prépare, et Isabella s'assoit à la grande table de la cuisine, mangeant tranquillement, regardant par la fenêtre vers la ville en bas. C'est à ce moment que quelque chose change. Isabella pose son biscuit vers le bas. Elle regarde sa mère avec une intensité qui n'est pas naturelle pour une enfant de 7 ans. Son expression change, ses yeux changent. Ses yeux, auparavant innocents et joués, acquièrent soudainement une profondeur, une sagesse, une mélancolie qui rend Catherine extrêmement inconfortable. Catherine sent une chill courir down sa colonne vertébrale. Quelque chose n'est pas correct. « Maman » dit Isabella d'une voix qui semble soudainement différente. La voix n'est pas celle d'une enfant. C'est une voix qui semble porter le poids de décennies. Et elle a un léger accent, un accent américain subtil, mais distinct de la Californie des années 1950. Un accent que Catherine n'a jamais entendu dans sa propre maison. Je dois te dire qui je suis. Je dois te dire qui je suis, vraiment. Catherine met vers le bas son couteau et s'assoit à la table en face de sa fille. Elle regarde Isabella avec une préoccupation croissante. « Oui, mon amour » dit-elle doucement, prenant le ton de la mère, parlant à un enfant, bien que quelque chose d'inné lui dise que ce n'est plus vraiment un enfant qui lui parle. Isabella regarde sa mère directement dans les yeux. « Je suis Marilyn Monroe. Mon vrai nom est Norma Jean Mortenson. Je suis née le 1er juin 1926 à Los Angeles. J'ai grandi dans les orphelinats. J'ai été abusée. J'ai été violée. Et puis, j'ai découvert que j'avais un pouvoir. Le pouvoir d'être désirée. Le pouvoir de capturer l'attention du monde. Et j'ai utilisé ce pouvoir pour créer une persona, une déesse cinématographique, une star. Je suis morte le 4 août 1962, à l'âge de 36 ans. Et maintenant, 57 ans plus tard, je suis revenue. Et j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à dire. Catherine se sent comme si le monde venait de s'arrêter. Elle ne peut pas respirer. Elle regarde sa fille avec une incompréhension totale.
Isabelle, c'est une farce? Demande-t-elle, essayant de rationner la situation. Isabella secoue la tête lentement. Non, maman, ce n'est pas une farce. Je sais que c'est difficile à croire. Je ne m'attendais pas à ce que tu me croies immédiatement, mais tu dois m'écouter. Je n'ai que très peu de temps avant que ces souvenirs ne s'estompent, avant que cette connexion ne se brise. Et pendant que je suis ici, pendant que j'ai accès à ces souvenirs, à cette connaissance, je dois accomplir des choses. Il y a des secrets que je dois révéler. Il y a des vérités sur Hollywood que le monde doit connaître. Il y a des gens que j'ai laissés derrière moi que je dois pardonner, ou du moins que j'essayais de comprendre. Et il y a une dernière performance que je dois donner. La performance la plus importante de ma vie. Catherine appelle immédiatement son mari David. Elle le contacte sur son téléphone professionnel, quelque chose qu'elle ne fait presque jamais, à moins qu'il n'y ait une véritable urgence. Elle dit à David qu'il doit rentrer à la maison immédiatement. Elle dit que quelque chose d'extraordinaire et extrêmement incompréhensible se passe avec Isabella. Elle dit que quelque chose est très, très mal. David, qui connaît sa femme depuis 20 ans et qui sait reconnaître le ton de la vraie urgence dans sa voix, dit à son assistant qu'il part immédiatement. Il rend tous ses rendez-vous. Il monte dans sa voiture de luxe et il se dépêche de rentrer à Beverly Hills. Pendant que David conduit, Catherine reste avec Isabella, et ce qu'elle voit la terrifie. Isabella ne parle plus comme une enfant, elle ne bouge plus comme une enfant. Elle se déplace dans la villa comme si elle la connaissait, comme si elle l'avait toujours connue. Elle s'assoit au grand piano à queue noire dans le salon et elle commence à jouer une chanson de jazz douce et triste qui ressemble à quelque chose que Marilyn Monroe aurait chanté. Et sa voix, quand elle commence à chanter, n'est pas la voix enfantine d'Isabella. C'est une voix plus profonde, plus sensuelle, plus riche. C'est exactement comme si la voix de Marilyn Monroe était sortie du petit corps d'une enfant de 7 ans. Quand David rentre à la maison 1 heure plus tard, il trouve sa femme et sa fille au salon. Isabella est maintenant assise sur le canapé, regardant une collection de films classiques de Hollywood sur la télévision grand écran. Elle regarde ses propres films d'il y a 60 ans. Elle regarde Niagara, le film dans lequel elle avait porté cette robe blanche légendaire. Elle regarde The 7-Year Itch, le film dans lequel sa robe avait volé. Elle regarde Gentlemen Prefer Blonde, dont la scène de danse avait fait trembler les cinémas du monde entier. Et elle pleure. Des larmes silencieuses coulent sur ses joues alors qu'elle regardait sa propre jeunesse, sa propre beauté, sa propre essence sur l'écran. David s'assoit à côté de sa fille. « Isabella, dit-il doucement, qu'est-ce qui se passe ?» Isabella tourne la tête vers lui et David voit dans ses yeux quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Une profondeur inimaginable, une sagesse ancienne, une tristesse qui semble infinie. « Je suis Marilyn Monroe », répète Isabella exactement comme elle l'avait dit à sa mère quelques heures plus tôt. « Et je suis revenue parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire avant de repartir. » David et Catherine passent la nuit à écouter leur fille parler. Isabella raconte sa vie depuis le début. Elle parle de son enfance difficile, de la violence, de l'abus, du manque d'amour. Elle parle de son arrivée à Hollywood comme une fille vivante et ambitieuse. Elle parle de ses premiers rôles de figuration. Elle parle de ses relations amoureuses complexes. Elle parle de son mariage avec Joe DiMaggio, le célèbre joueur de baseball. Elle parle de son mariage avec Arthur Miller, le dramaturge. Elle parle de sa dépendance croissante aux drogues pour combattre l'insomnie et la dépression. Elle parle de ses luttes contre un système hollywoodien qui l'avait transformé en objet, en fantasme, en possession, plutôt qu'en personne humaine. Isabella parle avec une émotion brute et une honnêteté déchirante. Elle parle de l'instant où elle s'était regardée dans le miroir tard une nuit et s'était réalisée qu'elle s'était perdue, qu'elle n'était plus Norma Jean, elle n'était plus une personne. Elle était devenue quelque chose d'autre, une création, un produit, une idée. Elle parle de la nuit où elle avait réalisé qu'elle n'avait pas d'autre choix que de partir, et elle parle de cette dernière pensée qu'elle avait eue avant la mort. Cette pensée
était celle-ci. Si j'avais jamais la chance de revenir, je reviendrais pour créer une œuvre qui forcerait le monde à me voir comme je voulais vraiment être vu. Pas comme une blonde bombshell, pas comme un sexe symbole, mais comme une femme complète, complexe, brillante, douloureuse et belle dans sa totalité humaine. Au cours des semaines suivantes, les trans d'Isabella deviennent un élément régulier de la vie de la famille Sinclair. Presque chaque jour, à la même heure, Isabella entre en transe. Ses yeux changent, sa voix change, et Marilyn Monroe revient. À chaque transe, elle révèle plus de détails sur sa vie, des détails que seule Marilyn aurait pu connaître, des conversations privées avec ses amis, des moments intimes avec ses amoureux, des interactions avec les grands producteurs et réalisateurs de Hollywood, des pensées intimes jamais partagées avec quiconque. Et à travers toutes ces révélations, une vision émerge graduellement, une vision claire et complète. David et Catherine, initialement terrifiés par le phénomène, commencent progressivement à le documenter. Ils enregistrent chaque transe en vidéo. Ils prennent des notes détaillées. Ils contactent des amis en qui ils ont confiance pour vérifier les faits que Marilyn révèle. Et chaque fait se révèle être exact. Chaque détail peut être corroboré. Il n'y a pas de source évidente pour cette connaissance, pas de moyen apparent par lequel une enfant de 7 ans aurait pu accéder à ces informations privées. En septembre 2019, un mois après le début des trans, David contacte l'un de ses plus proches collègues, un réalisateur de renom du nom de Martin Scorsese. Martin a connu David pendant 20 ans. Ils ont travaillé ensemble sur plusieurs projets. David lui demande de venir à sa maison avec discrétion pour voir quelque chose. David ne dit pas ce que c'est. Il demande simplement à Martin de garder l'esprit ouvert. Quand Martin arrive à la villa de David, David le mène directement au salon. Et là, ils attendent. Dans l'heure qui suit, Isabella entre en transe. Et ce que Martin voit le choque complètement. Il voit une enfant de 7 ans qui parle comme une femme de 50 ans. Il entend une voix qui semble appartenir à Marilyn Monroe. Il voit une expertise cinématographique qui ne devrait pas être présente dans le corps d'un enfant. Isabella parle de la manière dont les films devraient être faits. Elle parle de la composition de cadres. Elle parle de la direction d'acteurs. Elle parle de la manière dont un film peut capturer l'essence d'une âme humaine. Et elle parle d'un film spécifique qu'elle veut créer. Ce film, dit Isabella avec l'intensité d'une artiste, doit raconter l'histoire de la femme derrière l'icône. C'est un film sur la perte d'identité. C'est un film sur la manière dont le système hollywoodien transforme les femmes en objets. C'est un film sur la dépersonnalisation. C'est un film sur la rédemption. C'est un film sur la manière dont une femme retrouve son humanité, même au bord de la mort. Ce film doit être brutal. Il doit être honnête, il doit montrer la beauté et la laideur, il doit montrer la dignité et l'humiliation. Et il doit montrer que la vraie beauté d'une femme n'est pas dans son apparence, c'est dans son essence humaine. Martin Scorsese écoute tout cela avec une fascination croissante. Après que la transe se termine et qu'Isabella redevient une enfant, Martin reste silencieux pendant une longue période. David, attendant un jugement, regarde Martin avec appréhension. Enfin, Martin parle. « David, dit-il lentement, je ne sais pas ce qui se passe ici. Je ne sais pas si c'est vraiment Marilyn Monroe réincarnée. Je ne sais pas si c'est une manifestation de quelque chose que nous ne comprenons pas. Je ne sais pas si c'est un enfant prodige extraordinaire avec une capacité d'acteur surhumaine. Mais je peux te dire ceci, ce que j'ai vu est authentique. C'est une vision cinématographique brillante. C'est l'art au plus haut niveau. Et si tu peux vraiment créer ce film que Marilyn décrit, ce film sera l'un des plus grands chefs-d'œuvre jamais faits. C'est une opportunité que tu ne peux pas laisser passer. Martin Scorsese offre de travailler avec David sur le projet. Ensemble, ils réunissent une équipe créative de cinéastes renommés. Ils sécurisent le financement auprès de studios majeurs et ils commencent le travail de développement du scénario. Pendant des mois, David, Martin, les écrivains, les producteurs travaillent directement avec Isabella. Chaque session de travail créatif commence avec Isabella entrant en transe.
Et quand elle est en transe, elle devient le principal collaborateur créatif. Elle dicte les grandes lignes du scénario. Elle explique comment chaque scène devrait être filmée. Elle explique les motivations des personnages. Elle explique les symboles et les thèmes du film. Le scénario qui en résulte est extraordinaire. C'est une pièce d'art cinématographique qui est à la fois profondément personnelle à la vie de Marilyn Monroe et universellement pertinent à l'expérience de chaque femme qui a jamais été réduite à son apparence. Le script est écrit par un écrivain de renom, du nom de Noah Baumbach. Quand Noah finit d'écrire le script, il dit publiquement que c'est le meilleur travail qu'il ait jamais fait. « Ce n'est pas mon travail », dit-il au cours d'une interview. C'est le travail de cet enfant extraordinaire qui canalise la vision de Marilyn Monroe. J'étais juste la personne qui a mis en mots ce qu'elle me disait. Le rôle principal, le rôle de Marilyn Monroe, est donné à une actrice émergente du nom de Sophie Leclerc. Sophie a 26 ans. Elle est française. Elle possède une ressemblance physique remarquable avec la jeune Marilyn Monroe. Mais plus que cela, elle possède une sensibilité et une compréhension émotionnelle qui permet à elle de donner sens à ce rôle complexe. Sophie rencontre Isabella avant le tournage. Et quand Isabella entre en transe en présence de Sophie, il y a un moment de reconnaissance mutuelle. C'est comme si Marilyn Monroe reconnaissait une partie d'elle-même en Sophie. Et Sophie, de son côté, ressent comme si elle était recevoir des instructions directes d'une âme ancienne. En janvier 2020, le tournage du film commence. Le film s'appelle « The Last Performance », le dernier spectacle. Le lieu de tournage est un studio à Los Angeles, le même studio où Marilyn avait tourné plusieurs de ses films des décennies auparavant. Chaque jour, Isabella est sur le plateau. Elle n'est pas listée comme réalisatrice officielle. Officiellement, c'est Martin Scorsese qui dirige. Mais en réalité, c'est Isabella qui dirige. C'est Isabella qui explique à Sophie comment jouer chaque scène. C'est Isabella qui dit à Martin où positionner les caméras. C'est Isabella qui explique quelles émotions doivent être capturées dans chaque moment. Les acteurs et l'équipe du film sont initialement étonnés par cette petite fille qui prétend diriger le plus grand film en cours de production. Mais graduellement, au fur et à mesure qu'ils voient les résultats, au fur et à mesure qu'ils voient comment chaque suggestion d'Isabella élève la qualité du film, ils commencent à la respecter profondément. Certains d'entre eux deviennent de véritables croyants. Ils croient vraiment qu'il y a quelque chose de surnaturel en jeu, qu'il y a vraiment l'âme de Marilyn Monroe, travaillant à travers ce petit enfant pour créer un dernier chef-d'œuvre. Le tournage dure exactement 6 mois, de janvier à juin 2020. Pendant ces 6 mois, une équipe de plus de 200 cinéastes et techniciens témoigne de quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer rationnellement. Ils témoignent du phénomène d'Isabella. Ils témoignent de son expertise. Ils témoignent de sa vision. Et progressivement, une légende grandit autour du tournage. Une légende que ce n'est pas simplement un enfant qui dirige ce film. C'est une légende que l'âme de Marilyn Monroe a elle-même incarnée dans le corps d'une enfant pour créer son dernier chef-d'œuvre. En juillet 2020, le tournage se termine. Le film est entré dans la post-production. Les éditeurs commencent à assembler les 1001 heures de film brut en un film cohérent de 142 minutes. David et Martin supervisent le processus. Mais les directives créatives viennent toujours d'Isabella. À chaque session d'édition, Isabella entre en transe et elle regarde les brutes du film. Et elle dit exactement comment elle veut que chaque scène soit éditée. Elle dit quels plans doivent être utilisés. Elle dit quels sons doivent être ajoutés. Elle dit quoi couper et quoi garder. En août 2020, exactement 1 an après le début des transes d'Isabella, le film « The Last Performance » est complètement terminé. David organise une projection privée pour les plus grandes figures du cinéma, les plus grands critiques, les producteurs, les réalisateurs, les distributeurs. Les portes de la salle de projection sont fermées, les lumières s'éteignent. Et pendant 142 minutes, le monde du cinéma est suspendu en silence absolu. Le film est extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre cinématographique. C'est une exploration profonde de la condition humaine. C'est une méditation sur le pouvoir, le désir, l'identité,
l'amour, la perte. C'est une célébration de la vie de Marilyn Monroe, mais c'est aussi une critique acérée du système hollywoodien qui l'a créée et qui l'a détruite. Le film arrange la vie de Marilyn à travers une série de scènes qui deviennent graduellement plus sombres, plus intenses, plus émouvantes. Nous voyons sa enfance difficile, nous voyons son arrivée à Hollywood, nous voyons sa transformation graduelle en icône, nous voyons sa dépersonnalisation progressive, et finalement, nous voyons son combat pour récupérer son humanité. Sophie Leclerc est extraordinaire dans le rôle. Elle capture l'essence de Marilyn Monroe. Elle capture sa vulnérabilité. Elle capture sa force. Elle capture sa beauté. Elle capture sa profondeur. C'est une performance que beaucoup considéreront comme l'une des plus grandes performances d'actrice de l'histoire du cinéma. Et la scène finale du film, une scène de 7 minutes dans laquelle Marilyn se regarde dans un miroir et retrouve finalement son humanité, est tellement puissante que plusieurs personnes dans la salle de projection pleurent ouvertement. À la fin du film, il y a une scène finale qui a un impact émotionnel énorme. Dans cette scène, le personnage de Marilyn se regarde dans un miroir de sa chambre. Et pour la première fois dans sa vie, elle décide de se voir vraiment. De voir au-delà du maquillage, au-delà de la blonde bombshell, au-delà de l'icône, au-delà de la persona. Elle se voit simplement comme une femme qui a aimé, une femme qui a souffert, une femme qui a rêvé, une femme qui avait une essence, une valeur inhérente, qui n'était pas basée sur son apparence physique. Et pour la première fois, elle accepte que cela soit suffisant. Elle accepte que sa valeur réside dans son humanité, pas dans son sex appeal. Puis, dans une dernière séquence de 3 minutes, Marilyn marche vers une fenêtre. Elle ouvre les volets, et elle regarde le monde extérieur, et elle voit les gens qui passent dans la rue, et elle réalise qu'ils ne voient pas l'icône, ils voient juste une femme, et c'est un moment de transcendance. C'est un moment où une femme qui a été désirée par 1 million d'hommes réalise finalement qu'elle n'a jamais eu besoin de leur désir. Elle avait juste besoin de se désirer elle-même. Elle avait juste besoin de s'accepter elle-même. Et cette acceptation, cet auto-amour, est ce qui l'a finalement libérée. Quand les lumières se rallument à la fin du film, les critiques et les producteurs présents restent assis en silence pendant plusieurs minutes. Personne ne parle, personne ne bouge. Certains ont des larmes coulant sur leurs joues, d'autres semblent ébranlés au cœur même de leur être. Puis, graduellement, quelqu'un commence à applaudir, un autre se joint, et bientôt, toute la salle se lève et applaudit. L'applaudissement dure plusieurs minutes, c'est une ovation debout. C'est le genre d'applaudissement que vous recevez lorsque vous avez créé quelque chose de véritablement extraordinaire, quelque chose de véritablement important, quelque chose qui changera le cinéma pour toujours. Quand David monte sur scène pour remercier tout le monde, il dit simplement ceci, sa voix tremblant avec l'émotion. Ce film a été créé par une enfant de 7 ans qui prétend être la réincarnation de Marilyn Monroe. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que je sais, c'est que ce film est l'un des plus grands chefs-d'œuvre jamais faits. Et il va changer la manière dont nous pensons au cinéma. Il va changer la manière dont nous pensons à la célébrité. Il va changer la manière dont nous pensons aux femmes. Et cela sera considéré dans 100 ans comme l'un des grands films de l'histoire du cinéma. Le film The Last Performance sort en salle en septembre 2020. C'est un événement cinématographique massif. Les gens font la queue pendant des heures pour voir le film. Certains le regardent plusieurs fois. Certains se demandent s'il s'agit réellement de l'incarnation de Marilyn Monroe. Certains se demandent s'il s'agit d'une fraude élaborée. Mais la réaction universelle est la même. C'est un chef-d'œuvre. C'est l'art du plus haut niveau. C'est un film qui restera pertinent pendant des générations. Les critiques du cinéma du monde entier saluent le film. Roger Ebert, si vivant, aurait donné 4 étoiles. Les grands journaux publient des articles de couverture. Variety écrit que c'est le film le plus important jamais réalisé. Le Hollywood Reporter l'appelle un chef-d'œuvre intemporel. Les critiques internationales le saluent universellement. Et la question qui revient encore et encore est la même. Comment une enfant de 7 ans a-t-elle créé ce film extraordinaire?
Le film gagne des prix prestigieux. Il gagne le Golden Globe pour le meilleur film dramatique. Il gagne le Lion d'Or au Festival de Cannes. Il gagne le prix de la BAFTA. Il reçoit plusieurs nominations aux Oscars. Et à chaque cérémonie de remise de prix, la même question est posée. À chaque interview, la même histoire est racontée. Les médias deviennent complètement obsédés par Isabella. Les journalistes demandent des interviews. Les magazines veulent des photographies. Les producteurs veulent la rencontrer. Les réalisateurs veulent travailler avec elle. Les universités veulent l'étudier. Les psychologues veulent l'évaluer. Les spécialistes de la réincarnation demandent à la rencontrer. Le phénomène d'Isabella devient un événement culturel massif. Elle devient l'enfant la plus célèbre du monde. Elle reçoit plus de couverture médiatique que les plus grandes stars de cinéma et de musique. Elle est sur les couvertures des magazines. Elle est discutée dans les reportages. Elle est l'objet de spéculations sans fin. Mais David et Catherine sont extrêmement protecteurs de leur fille. Ils refusent de la soumettre à trop de scrutin public. Ils refusent de la transformer en spectacle, en objet de curiosité. Ils veulent qu'Isabella ait une vie aussi normale que possible. Ils ne veulent pas qu'elle soit transformée en produit, en phénomène à exploiter, juste comme Marilyn Monroe l'avait été 60 ans auparavant. Alors ils établissent des règles strictes. Isabella accorde très peu d'interviews. Elle n'apparaît en public que rarement. Elle continue à fréquenter son école privée. Elle continue à avoir une routine aussi normale qu'une enfant peut en avoir quand sa création cinématographique vient de devenir le plus grand phénomène culturel au monde. Mais, en octobre 2020, un mois après la sortie du film, David accepte une seule interview spéciale avec Margaret Wells, l'une des plus grandes critiques de cinéma du monde. Margaret a écrit sur le cinéma pendant 40 ans. Elle a interviewé Orson Welles. Elle a interviewé Kubrick. Elle a interviewé les plus grands noms du cinéma. Et maintenant, elle demande à interviewer une enfant de 7 ans. David accepte, avec la condition que l'interview soit bref, non intrusif, et que Isabella soit complètement à l'aise. L'interview est organisée dans la maison de David. Margaret arrive avec une petite équipe de caméras. Il s'assoit dans le salon. Isabella est vêtue simplement, dans une robe blanche. Elle semble très à l'aise. Margaret commence à poser ses questions. Elle demande à Isabella comment elle a créé le film. Elle demande à Isabella d'où elle a obtenu son expertise en cinéma. Elle demande à Isabella si elle croit vraiment qu'elle est Marilyn Monroe réincarnée. Et ce qu'Isabella dit en réponse change les choses. Ce qui aurait dû être une interview standard devient une révélation. Ce qui aurait dû être une simple discussion entre une critique et une enfant devient une déclaration philosophique profonde. « Je n'ai pas créé ce film par moi-même », dit Isabella avec la sagesse d'une femme qui a vécu une vie complète. Marilyn Monroe a créé ce film. Elle a créé ce film à travers moi. Je suis juste le véhicule. J'ai juste le canal. Pendant quelques mois de ma vie, l'âme de Marilyn Monroe a habité mon corps. Et à travers ce corps, elle a pu exprimer quelque chose qu'elle n'avait jamais eu la chance d'exprimer quand elle était vivante. Elle a eu la chance de dire au monde qui elle était vraiment, de se montrer à elle-même, de retrouver son humanité. Margaret, captivée, pose une question suivante. « Pourquoi crois-tu que Marilyn Monroe avait besoin de revenir ?» Isabella réfléchit longuement avant de répondre. « Parce que, dit-elle finalement, quand elle était vivante, le monde l'avait mal vue. Le monde l'avait réduite à une image, à un objet de désir, à une blonde bombshell, à une sex symbole, et elle n'avait jamais eu la chance d'être vraiment vue, d'être vraiment entendue, d'être vraiment comprise. Elle n'avait jamais eu la chance de partager sa véritable essence avec le monde, et avant de mourir, elle avait décidé que si elle avait jamais la chance de revenir, elle créerait une œuvre qui forcerait le monde à la voir comme elle voulait vraiment être vue, pas comme une image, pas comme un fantasme, mais comme une femme complète, complexe, brillante, douloureuse et belle dans sa totalité humaine. L'interview de Margaret Wells devient virale. Elle est partagée des millions de fois sur les médias sociaux.
Elle est traduite en douzaines de langues. Elle est montrée dans les écoles. Elle devient une conversation. Et elle change complètement la narrative autour du film The Last Performance. Le film n'est plus juste un film extraordinaire. C'est un manifeste. C'est un appel. C'est une injonction au monde de voir les femmes, toutes les femmes, comme des êtres humains complets, au lieu de les réduire à leur apparence physique. Mais au moment où l'interview est publiée, en octobre 2020, Isabella commence à changer. Elle commence à oublier. Les transes deviennent moins fréquentes. Ses souvenirs de sa vie en tant que Marilyn Monroe commencent à s'estomper rapidement. Elle oublie d'abord les détails complexes de la création du film, puis elle oublie les conversations intimes avec Marilyn, puis elle oublie même les souvenirs fragmentaires de la voix de Marilyn parlant à travers elle. En novembre 2020, 3 mois après la fin du tournage du film, les transes s'arrêtent complètement. Isabella ne rentre plus en transe, et elle commence à oublier. Les souvenirs qui avaient semblé si vivants, si réels, si urgents, deviennent flous. En décembre 2020, 6 mois après le début des transes extraordinaires, Isabella ne se souvient de rien. Elle ne se souvient pas d'avoir créé un film. Elle ne se souvient pas d'avoir parlé avec la voix de Marilyn Monroe. Elle ne se souvient pas d'avoir eu des conversations intimes avec une légende de Hollywood, décédée depuis près de 60 ans. Elle est redevenue une enfant de 8 ans ordinaire, joyeuse et insouciante. Elle joue avec ses amis. Elle regarde les dessins animés, elle demande des bonbons, elle demande à aller à la piscine. Elle est simplement Isabella Sinclair, une enfant de 8 ans ordinaire qui fréquente une école privée de Los Angeles et qui n'a aucun souvenir conscient de l'expérience extraordinaire qu'elle venait de vivre. Ses parents, David et Catherine, veillent sur elle attentivement. Ils cherchent un psychologue qui peut l'évaluer. Mais l'évaluation montre qu'Isabella est une enfant complètement normale, psychologiquement saine, sans signe de traumatisme ou de problème de développement. Il n'y a aucune explication clinique pour ce qui s'est passé. Les psychologues sont perplexes, les neurologues sont confus, les médecins ne savent pas quoi conclure. Mais le film reste. The Last Performance continue à être regardé par des millions de personnes. Et il continue à changer les choses. Il continue à changer la façon dont les gens pensent à Marilyn Monroe. Il continue à inspirer des conversations sur le sexisme à Hollywood. Il inspire un changement dans la manière dont les femmes actrices sont traitées dans l'industrie cinématographique. Il inspire un mouvement pour que les actrices soient respectées pour leurs talents, leurs intelligences, leurs humanités, pas réduites à leur apparence physique ou sexualisée par les hommes dans le pouvoir. Le film lance la carrière de Sophie Leclerc. Sophie remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle. Elle remporte les BAFTA. Elle remporte le Golden Globe. Elle remporte tous les prix majeurs du cinéma. Et quand elle accepte ces prix, elle remercie toujours Isabella. Elle dit toujours que sans Isabella, elle n'aurait jamais pu jouer ce rôle. Elle dit toujours qu'Isabella avait canalisé quelque chose d'extraordinaire à travers elle. David Sinclair et Martin Scorsese reçoivent également des récompenses. David remporte plusieurs prix de producteur. Martin remporte un prix pour la meilleure direction. Mais tous les deux remercient toujours Isabella. Tous les deux reconnaissent que Isabella était la vraie directrice du film, que Isabella avait canalisé la vision de Marilyn Monroe. En 2024, Isabella est maintenant une jeune fille de 12 ans. Elle n'est pas un enfant prodige. Elle n'est pas une directrice de cinéma extraordinaire. Elle est simplement Isabella. Elle fréquente l'école, elle fait ses devoirs, elle a des amis, elle regarde les réseaux sociaux. Elle est une adolescente ordinaire de la génération Z. Elle joue avec son téléphone. Elle regarde les vidéos TikTok. Elle écoute de la musique. Mais elle a conscience de ce qui s'est passé. Elle a vu le film The Last Performance. Elle a lu les articles à ce sujet. Elle a regardé les vidéos de son interview avec Margaret Wells. Elle connaît l'histoire de ce qui s'est passé quand elle avait 7 ans. Mais elle ne peut pas prétendre qu'elle se souvient vraiment de l'avoir créé. Elle ne peut pas prétendre qu'elle se souvient vraiment d'avoir parlé avec la voix de Marilyn Monroe. C'est comme regarder la vie de quelqu'un d'autre. Quand on lui demande à ce sujet, elle dit «
Je sais que c'est arrivé. J'ai vu les preuves, j'ai vu le film, j'ai entendu mes propres paroles dans les interviews, mais je ne peux pas vraiment me rappeler le processus. C'est comme si cela avait été un rêve très vivide, un rêve où quelqu'un d'autre avait habité mon corps, un rêve où j'étais la maison d'une âme puissante. Mais c'est maintenant juste un rêve. C'est maintenant juste une histoire que mes parents me racontent. En 2025, une grande rétrospective est organisée au Museum of Modern Art de New York pour célébrer le 5e anniversaire de la sortie de The Last Performance. L'exposition s'appelle Marilyn Reimagined, The Legacy of the Last Performance et l'impact sur le cinéma mondial. Elle explore non seulement le film lui-même, mais aussi l'histoire extraordinaire derrière sa création. Elle contient des documents de production, des photographies du tournage, des vidéos d'Isabella sur le plateau, des interviews avec Sophie Leclerc, Martin Scorsese, David Sinclair, Margaret Wells et d'autres figures clés, des croquis du design de production, des costumes que Sophie avait portés et des extraits du film lui-même. Isabella, maintenant une adolescente de 13 ans, est invitée à participer à l'ouverture de l'exposition. Elle marche à travers les salles avec ses parents. Elle regarde les photographies d'elle-même en tant qu'enfant de 7 ans sur le plateau du film. Elle regarde les costumes que Sophie avait portés. Elle lit les critiques élogieuses du film. Elle regarde une compilation de scènes du film. Elle voit comment le film avait changé le cinéma. Elle voit comment il avait inspiré une nouvelle génération de cinéastes féminins. Elle voit comment il avait changé la conversation autour de la femme à Hollywood. Elle voit comment il avait inspiré des changements dans l'industrie cinématographique. À la fin de la visite de l'exposition, Isabella est invitée à faire une déclaration. Elle monte sur le podium et elle parle devant les journalistes rassemblés. Elle parle pendant 10 minutes et voici ce qu'elle dit. Je ne sais pas avec certitude si j'étais vraiment Marilyn Monroe réincarnée. Je ne sais pas avec certitude quelle était la source de cette extraordinaire expérience. Mais j'ai réfléchi à cela pendant 7 ans maintenant, et j'ai développé une théorie. Je pense que l'univers avait besoin de transmettre un message à l'humanité, un message sur la dignité des femmes. Un message sur la manière dont les femmes doivent être vues, respectées, aimées pour leur humanité, pas pour leur apparence physique. Et je crois que j'ai été choisi, pour une raison que je ne comprends pas entièrement, pour être le canal de ce message. Peut-être que j'étais Marilyn Monroe, peut-être que j'étais quelque chose d'autre entièrement. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas qui j'étais. Ce qui compte vraiment, c'est que le message a été transmis, et le monde a écouté. Et le monde a changé. Et c'est ce qui importe vraiment. Le film The Last Performance est maintenant considéré comme l'un des grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Il y a des universités qui enseignent le film. Il y a des chercheurs qui analysaient chaque frame du film, chaque prise de son, chaque nuance de performance. Il y a des livres entiers écrits sur le film. Et tous les chercheurs arrivent à la même conclusion. Il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'inexplicable dans ce film. Il y a une intelligence cinématographique, une profondeur émotionnelle, une vision artistique qui est évidemment le produit d'une mente extraordinaire. Et personne ne peut vraiment expliquer comment une enfant de 7 ans a pu créer quelque chose de cette qualité. C'est maintenant 2025, 20 ans après la mort de Marilyn Monroe en 1962, 57 ans après qu'Isabella Sinclair soit née en 2012. Et le mystère reste non résolu. Était-ce vraiment Marilyn Monroe qui avait parlé à travers Isabella? Était-ce une coïncidence extraordinaire? Était-ce un enfant prodige? Était-ce une fraude élaborée? Personne ne le sait avec certitude. Et peut-être que nous n'aurons jamais la certitude. Peut-être que ce mystère restera à jamais non résolu. Mais ce qui est certain, c'est que The Last Performance existe. C'est un film extraordinaire. C'est une œuvre d'art qui continue à inspirer, à émouvoir, à défier les gens de repenser la manière dont ils voient les femmes, la beauté, l'identité, l'humanité. Et que la source de ce film soit Marilyn Monroe elle-même ou quelque chose d'autre entièrement, ce film a changé le monde. Et c'est peut-être tout ce qui importe vraiment.